Bouchaïb Hayat. Vous êtes infectiologue au CHU de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir. Merci de l'invitation. Hommes et femmes sont égaux devant le VIH-Sida. Oui, égaux devant le risque, puisque les risques, les modes de contamination sont bien connus. La maladie sévit surtout chez les sujets à risque, chez les sujets vulnérables, c'est-à-dire les fragiles, les sujets fragiles, notamment la femme enceinte, et les jeunes, puisque 90% des nouvelles infections surviennent chez les sujets jeunes qui sont âgés entre 27 et 49 ans. Donc après, c'est vrai qu'il y a longtemps, il y a quelques années en arrière, le sexe masculin a été prédominant. On est en train de vivre une inversion, pas une inversion. Aujourd'hui, on parle à peu près de 53% quand même de femmes qui sont touchées. Une féminisation de l'épidémie, surtout en Afrique. Oui, surtout en Afrique. Oui. Quel a été l'impact de la crise de la Covid à votre niveau aussi? On aimerait avoir une idée, puisque le professeur Achour en a parlé pour son service et professeur aussi pour Boufarik. Tizi Ouzou, comment ça s'est passé? La pandémie a totalement bouleversé, elle a déstabilisé nos habitudes, la prise en charge des patients vivant avec le VIH, à l'instar, vous le disiez tout à l'heure, de tous les autres patients souffrant d'autres pathologies. Et donc, globalement, l'impact a été perçu à tous les niveaux de la prise en charge, depuis le diagnostic jusqu'au traitement, en passant par les consultations, les bilans, etc. Et donc, très concrètement, l'impact a été perçu au niveau de la consultation, puisque certains patients ne venaient plus à la consultation de leur propre chef. Ils ont décidé de ne plus venir, ou alors ils ont annulé, ou alors ils ont reporté leur rendez-vous. Pourquoi? Parce que, comme le disait Dr Yousfi, se connaissant vulnérables, ils avaient peur de contracter la maladie à l'hôpital. Et puis aussi les problèmes de transport. C'est à juste titre. Bien entendu. Oui. Et puis, il y a 16 CDR sur le territoire national. Et certains patients habitent très loin de ces CDR, 200, 300 km. Ils ne pouvaient pas donc se permettre de venir pendant cette crise à l'hôpital. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi l'hospitalisation, puisque les services de maladies infectieuses ont été transformés en services Covid, dans la plupart des hôpitaux d'Algérie d'ailleurs. Même s'il y a eu une structure dédiée aux patients non Covid, ça restait insuffisant. Le flux du malade était important, le nombre de lits ne suffisait plus. Heureusement que certains services ont bien voulu héberger nos patients, le temps de libérer des places. Donc nous avons géré comme ça. Et puis, la constatation, c'est que de plus en plus, on reçoit des patients à des stades avancés. Professeur Bouchaïb, est-ce que vous avez eu des décès justement à cause de cette crise? Oui, et c'est dommage parce que quelques temps avant la pandémie, on ne voyait plus pratiquement de cas de sida ni de décès. Et avec cette pandémie, malheureusement, à cause des problèmes de dépistage, à cause de l'interruption du traitement antirétroviral, à cause des absences et des retards. Mais je voudrais dire que force est de constater dans tout ça que c'est le dépistage qui a été impacté de façon exceptionnelle. Ça a chuté de façon très importante et ça va diminuer forcément le nombre de personnes vivant avec le VIH qui ne se connaissent pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ne sont pas traitées, vont évoluer dans peu de temps, à plus ou moins à court ou moyen terme, au sida, et vont surtout transmettre la maladie. Donc nous attendons à un rebond épidémique, malheureusement, après la pandémie Covid. Qu'est-ce qu'un comportement à risque, professeur Bouchaïb? On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi? Comment définir finalement un comportement à risque? Un comportement à risque est le comportement qui va amener l'infection, qui va permettre au virus de pénétrer dans l'organisme. Le virus vit dans le sang, vit dans les liquides biologiques de l'homme contaminé, et donc les modes de contamination sont bien connus aujourd'hui. C'est surtout les relations sexuelles non protégées. C'est aussi l'utilisation de seringues et d'aiguilles qui ne sont pas usagées. Pour commencer, un comportement à risque, peut-être c'est un rapport non protégé, tout simplement. Tout à fait, oui, c'est ce que je viens de dire. Et donc c'est aussi l'utilisation de drogues injectables en utilisant des seringues et des aiguilles communes, puisque la transmission par le sang est maintenant contrôlée, donc il n'y a aucun risque. Et puis il y a la transmission mère-enfant lors de la grossesse et aussi lors de l'accouchement.
Et d'ailleurs, l'allaitement, et l'allaitement aussi, un peu moins, mais c'est surtout pendant la grossesse, à la fin, et l'accouchement. Et puis, en parlant de dépistage, j'ai juste envie, puisque là, je parle de la transmission donc mère-enfant, c'est dire que le dépistage, le dépistage des femmes enceintes est le plus simple finalement, parce qu'elles sont faciles, elles viennent dans les structures de santé pour se faire suivre, donc elles sont simples à capter. On souffre encore aujourd'hui d'errance diagnostique lorsqu'on est séropositif ou une personne vivant avec le sida. Est-ce qu'on peut porter le VIH pendant toute sa vie sans s'en rendre compte, passer à côté d'une infection au VIH-sida? L'infection à VIH est tellement riche, elle est tellement particulière. Si vous voulez, l'infection, quand on dit infection à VIH, c'est plusieurs aspects. Parce que l'histoire naturelle fait que dès que le VIH pénètre dans l'organisme, il va d'abord passer par une phase qu'on appelle la phase de primo-infection. C'est-à-dire que le virus va se multiplier dans le sang. Excusez-moi, je vais rappeler un peu l'histoire naturelle pour que ça soit un peu clair. Donc, le virus, en se multipliant dans le sang, va donner quoi? Va donner des signes qui vont se rapprocher de ceux d'une simple grippe. Ça va donc des céphalées, des courbatures, un peu de fièvre. On n'est pas tous égaux devant les symptômes. Tout le monde ne va pas avoir des symptômes. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir de symptômes. Oui, tout à fait, mais la majorité a tout de même quelques signes qui sont tellement discrets qui peuvent évoquer que la personne qui ne sont pas spécifiques. S'il n'y a pas eu situation à risque, et même un médecin m'en avertit, ne peut pas évoquer comme ça devant des signes pareils l'infection à VIH, si bien sûr une situation à risque ne lui a pas été rapportée. Ensuite, il guérit, il paraît tout normal et il va entrer dans une phase, c'est la phase la plus longue de la maladie, c'est là que je vais répondre à votre question, puisque finalement le virus est là, il est toujours actif, il se multiplie dans le sang mais de façon insidieuse, de façon très lente et de façon à ce que le système immunitaire n'est pas détruit brutalement. Donc les CD4 vont diminuer de façon très progressive et tant qu'il y a assez de CD4... Ça, c'est les lymphocytes. Voilà, les lymphocytes T, CD4. Donc tant qu'il y en a suffisamment, le système immunitaire permet à l'organisme de se défendre. C'est ce qu'on appelle justement le sujet séropositif. Il est sain en apparence, mais avec une activité virale dans l'organisme. C'est la phase la plus longue de la maladie, mais aussi la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que le patient, non seulement va contaminer ses proches, son conjoint, ses proches, mais aussi va évoluer vers le sida s'il n'est pas diagnostiqué et s'il n'est pas mis sous traitement, parce que le traitement va... Et puis, bien sûr, au bout de quelques années, une fois qu'il n'y a plus assez de CD4, il va rentrer dans la phase ultime de la maladie, c'est le sida. Et là, les signes cliniques sont évidents. C'est quand c'est trop tard, ça devient, pour bien sûr, les médecins en avertissent encore une fois, ça devient combien évident. de temps généralement pour, c'est-à-dire pendant l'infection, on met combien de temps entre le moment où on est infecté pour être dépisté généralement en moyenne? Les gens mettent combien de temps? Oh, je n'ai pas les chiffres, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'une personne qui est exposée à une situation à risque va peut-être se faire dépister rapidement. Quelqu'un qui a eu des signes cliniques, mais après avoir vécu une situation à risque, va y penser et va se faire dépister. Sinon, il n'y a pas de délai comme ça connu pour se faire dépister. Ça dépend. Il y a eu des personnes qui se sont fait dépister très tôt. Et à des personnes qui se sont faites dépister très tard. Voilà, donc le dépistage a permis quoi? Il a permis tout simplement de sauver la personne, de lui permettre d'avoir une vie tout à fait normale, puisque le traitement permet de diminuer la charge virale, de rendre la quantité de virus dans le sang presque à zéro. Et donc, le virus est un peu menotté, il ne peut plus rien faire contre le système immunitaire, et la personne vit normale. Quels sont les traitements aujourd'hui disponibles? Alors, on parle des antirétroviraux, de nouveaux traitements également. Bien sûr, alors il y a les antirétroviraux classiques connus depuis très longtemps, mais actuellement c'est vrai, les molécules sont aujourd'hui devenues plus, parce qu'elles font l'objet de développement, d'amélioration, c'est normal. On reste toujours sur la prise quotidienne. Alors oui, c'est la trithérapie déjà, parce que il faut utiliser 3 molécules pour pouvoir combattre le virus classiquement. En un seul comprimé ou ce sont 3 comprimés? Justement, j'y arrive. Il y a aujourd'hui des stratégies, il y a des innovations, il y a des stratégies de simplification.
c'est-à-dire qu'on essaye de rassembler, de réunir, il y a des molécules d'ailleurs qui existent chez nous, de réunir les 3 comprimés en 2 comprimés ou en un seul comprimé. Donc ça simplifie déjà la vie au patient qui devient donc plus observant et c'est bien. Il y a aussi la stratégie d'allègement. Là, c'est validé dans de nombreux pays, mais ce n'est pas encore appliqué chez nous. Là, il s'agira d'oublier le concept de la trithérapie et d'aller vers la bithérapie. Et là, donc c'est utiliser 2 molécules dans certaines conditions, chez certains patients. C'est vraiment, ça doit être très cadré. Et oui, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que ça permet surtout de diminuer la toxicité, parce que c'est un traitement que le patient va prendre à vie. C'est une maladie chronique. Oui. C'est un traitement qui est assez lourd. Et donc, ça permet justement de faciliter l'acceptation et aussi diminuer ce risque. Et il y a aussi les traitements, à mon sens, qui sont les plus intéressants. C'est les traitements de longue durée, c'est les traitements, parce qu'actuellement on a des molécules dont la durée de vie est de 24 heures, parfois 48 heures maximum, mais là il y a des projets pour le développement de molécules dont la durée de vie serait de 3-4 mois. Alors imaginez proposer ça à un patient, prendre un comprimé tous les 2 mois à 4 mois, ou même une injection, même la formule injectable a été étudiée par expérience que nos confrères des autres spécialités ne savent pas que les patients qui sont sous traitement antirétroviral et dont la charge virale est indétectable ne transmettent pas du tout le virus. Ça, ils ne le savent pas. Et même dans la population générale, les gens ont peur des malades contagieux. Et ça, c'est source de discrimination. Absolument. On a vu cette discrimination avec les patients Covid au départ de la pandémie, avant que ça ne se généralise. Donc, cette idée, on veut vraiment la faire passer aujourd'hui et dire que les patients qui sont sous traitement contrôlé, suivi, ne transmettent pas le virus. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission.